bonjour tout le monde. Juste avant de vous présenter cet épisode, je veux quand même vous dire, c'est pas un miracle qu'il soit là, mais c'était pas ce qui était prévu à l'origine, évidemment. On devait aller au Festival Regard à Saguenay et, évidemment, le festival a été annulé avec tout ce qui se passe entourant la COVID-19. Mais j'avais déjà prévu d'interviewer l'auteur Pierre Sanson et Mauricio Segura. Pierre Sanson qui a écrit Le Mammouth, un livre qui est sorti cet automne, et Mauricio Segura qui a écrit le livre Viral, roman qui s'appelle Viral, qui n'a rien à voir avec le coronavirus, mais c'était déjà prévu pour être diffusé plus loin dans la saison. Mais là, je me suis dit, aussi bien en profiter. Fait que j'ai fait une longue entrevue avec ces deux auteurs-là, vraiment, vraiment intéressant. C'est la première fois que je fais une entrevue croisée comme ça. Et Godefroy Lorando, qui devait participer à la balado via le téléphone de Saguenay. On devait l'appeler pour faire une petite mise en scène avec le coronavirus. Eh bien, je me suis dit que ça serait intéressant qu'il vienne, dans le fond, faire une espèce de rétrospective de la dernière semaine et ce qui s'est passé un peu partout, de façon tout à fait modeste, là, parce qu'on n'a pas la prétention d'ajouter de l'information qui circule déjà. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir le regard de Godefroy là-dessus. Donc, on a deux petites surprises aussi dans cet épisode. Alors voilà, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. C'est une période particulière. On n'en rajoutera pas en tant que partie prenante de l'écosystème médiatique, mais on trouvait ça intéressant d'être quand même là ce week-end avec un épisode, même si on a dû changer nos plans. Alors voilà, on vous offre ce 21e épisode de la balado de Fred Savard. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes en cellule de crise et Godefroy Lorando, vous avez relevé le défi parce qu'on ne peut pas aller à Saguenay. Vous êtes là. Eh oui, je ne pouvais pas aller à Saguenay, mais par contre, me déplacer jusque dans cette banlieue. À Rosemont. Oui. Avec tous mes enfants. Oui, alors là, présentement, il y a 3 adultes, 3 enfants. Oui. C'est une cellule de crise sur Rosemont. Les enfants semblent bien aller. Oui. Quand même, pas trop de panique. Non, ils font un peu de fièvre, mais presque rien. Là, évidemment, je fais exprès pour être en mode panique, parce que le balado fait partie de l'écosystème médiatique québécois et le mot d'ordre, il faut paniquer, exactement, et voilà. Mais Fred, moi, avant même qu'on commence, parce que je vais effectivement parler un peu du coronavirus, c'était ça mon mandat aujourd'hui, parce qu'on en avait déjà parlé ensemble, on voulait comme construire là-dessus, mais j'ai écouté des podcasts, des concentrés, des demi-heures sur certains sujets, et j'ai peu écouté les nouvelles au fil des jours, et je pense que l'impact... Moi, j'ai fait l'inverse. L'impact est plus léger sur ma psyché que pour les autres. Ouais. Et je suis allé faire une petite épicerie tantôt, parce que vous m'avez dit, si tu as le temps, amène un dessert. Oui, n'est-ce pas? Sans gluten. Parce que quand on est très difficile en temps de crise. Et voilà, et là, je me suis dit, ou bien je fais un bon dessert, ou bien je fais une super bonne chronique. Alors, voici le dessert. Ah, vous l'avez amené, mon Dieu, c'est bien le fun. Je l'ai amené, je l'ai amené. Regardez, c'est un coulis maison, toutes les maisons, mais c'est un coulis rhubarbe et fraises. Ah, mon Dieu, c'est bon. Avec une crème maison à la vanille. Ben voyons! Ouais. C'est bien extraordinaire. C'est ça mon problème. Tout ça en temps de crise. Oui, mais sauf que j'ai peur que si le dessert est trop bon, peut-être ça veut dire que ma chronique sera moins bonne. Ah, peut-être. C'était un ou l'autre. Hein? Peut-être. En temps de crise, on peut pas tout avoir. Cela dit, j'ai très hâte de manger ça. Moi, j'ai préparé une sauce tomate. Là, ça a l'air... Ça va être bon. Mais on ne le sait pas, parce que je suis... peut-être que ça sert un goût amer, vu qu'on est en crise. Ah, ça se pourrait. Mais là, moi, je voulais que vous veniez nous faire une espèce de mise à jour. Ouais. Une méta-mise à jour. Méta-mise à jour, parce que c'est jamais... Mon objectif, c'est jamais de vous dire le nombre de cas qui est sorti aujourd'hui. Qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, vendredi, en Italie, c'est, je crois, 250 nouveaux cas d'un seul coup. Ça va très, très vite en Italie. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de savoir pourquoi ça se passe comme ça en Italie, alors que l'épidémiologie au Canada a l'air d'être différente. Et c'est un peu à ces questions-là que je veux répondre. Avez-vous remarqué, Fred, que, peut-être influencé par la balado de Fred Savard, mais depuis peu, les gens disent la COVID-19. Oui. Ça fait pas très longtemps. Savez-vous pourquoi cette coquetterie? Non. Non, je ne savais pas non plus. Je suis tombé là-dessus par hasard. C'est que le nom du virus, c'est le coronavirus. C'est, on l'appelait virus de Wuhan au début. Oui. Mais le virus a vraiment pris un nom officiel. Donc, le nom du virus, du code génétique, là, ça s'appelle le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, le SRAS. Oui. Donc, c'est le SRAS-CoV-2. C'est ça le vrai nom du virus, alors que la maladie, elle, a maintenant un nom. Oui. Un peu comme le VIH, c'est le nom du virus, alors que la maladie, c'est le sida. La sida. La sida. Comme disait Jojo Savard à l'époque. Ah, tu disais, c'est pas vrai? Elle disait la sida. Je pensais que c'était juste L'air du Verseau allait guérir la sida.
Je me rappelle de la rue Sida, mais ça, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est un chroniqueur qui avait dit ça. Oui, André Arthur. Donc, la maladie engendrée par le virus, le coronavirus SRAS-2, oui. C'est celle-là, c'est le COVID-19. Voilà. Donc, la COVID-19, c'est le nom de la maladie. Et donc, je pense pas que les gens le savent, mais quand ils disent la COVID-19, ils sont en train de nommer une maladie. Je pense qu'au nombre de papiers de toilette qui s'achètent, les gens l'ignoraient. Ouais, ils n'ont pas de temps. Ils ont pas... Non, ma sœur a dit, c'est peut-être que les gens ont compris en anglais que c'était un flu. Ah, peut-être. Ils ont peur. Ou on résumerait ça, Fred, à simplement, je pense que quand les gens ont peur, ils ont le goût de se torcher mieux. Peut-être. Ou tout ça les fait chier. Ouais. Mais j'étais allé à l'épicerie tantôt, puis c'était trop plein de TVA. monde, Fred. Oui, je sais. Moi, j'étais aussi. J'étais un peu abasourdi. Ouais. Mais donc, nous aussi, Fred... face à notre destin, peut-être. Peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'on La game a changé. La game a changé, tout à fait. Et aujourd'hui, première journée, pas d'école. Oui. Dans les enfants, pas d'école. Je veux dire, c'est pas eux qui se plaignent de notre COVID-19, mais le CPE, moi, je suis pas allé travailler aujourd'hui, mais les CPE, on l'a su plus tard dans la journée, tous les CPE fermés pour 2 semaines. Attends, c'est gros, là. C'est un gros morceau. Savez-vous où je suis content de ne pas travailler, moi? Non. Dans le réseau de la santé. Ah, ben oui, parce qu'eux autres n'auront pas de passe-droit et c'est là que ça va chauffer et ça va chauffer de bien des façons, mais entre autres, ils vont tomber dans le jus éventuellement et ça va être plate. Oui. Ça va être des gens, eux autres, ils n'en auront pas de papier de toilette pour régler ça. Alors, une petite pensée pour les médecins spécialistes, entre autres, qui font partie du réseau de la santé. Et aussi un peu les infirmières. Mais... surtout les infirmières, en fait. C'est clair. Fait qu'on est passé dans la dimension COVID-19, Fred. Oui. Je trouve que c'est assez imagé. Et cette semaine, l'OMS a finalement accepté d'affirmer qu'on était en état de pandémie. Mais ça, c'est-tu grave, une pandémie, ou c'est juste une dénomination? Si je dis pandémie, est-ce que ça vous donne le goût de vous acheter du papier de toilette? Oui. Donc, c'est grave. Oui. Non, mais pour vrai. Mais ce que ça veut dire, Fred, une pandémie, c'est une maladie déjà présente un peu partout sur la Terre qui pourrait potentiellement attaquer n'importe quel pays pour lequel les humains n'ont pas d'immunité. Et pour lequel il n'y a pas de traitement non plus. Et donc, ça correspond vraiment à ça. Et ce qui est intéressant, il y a plusieurs personnes qui disaient, voyons, mais ça a donc bien pris du temps avant de dire, parce que ça fait un bout de temps qu'on sait qu'il y en a partout et que ça va atteindre le monde entier. Et une des théories, c'était que, étant donné qu'une pandémie, ça ne s'arrête pas. Oui. On ne peut pas freiner une pandémie. À l'époque, on était juste en Chine. Il y a des gens qui rêvaient que ça se limite à la Chine. Mais les gens disaient, pensez-y pas trop longtemps, ça va sortir de la Chine. C'est certain. On en avait parlé, c'est une maladie qui est contagieuse, au même titre que la grippe à peu près, beaucoup moins que la rougeole, mettons, mais c'est une maladie contagieuse qui est peu mortelle, 3%, mais les gens contagieux sont peu symptomatiques. Oui. Et donc, il y en a plein des gens qui se promènent et pour lesquels ça n'apparaît pas. Donc, c'était inévitable qu'on sorte de Chine. Mais je regarde ce qui se passe dans les centres d'achat et j'ai l'impression que les gens vont être assez responsables envers les autres. Ça augure bien, Fred. Une belle cohésion sociale. Ça augure bien, absolument. La dimension COVID-19, c'est un peu ça. C'est que ça va faire sortir des choses, Fred. J'ai hâte de voir. Parce que c'est comme le verglas. Hein? Le verglas, ça fait sortir André Caillé de son col roulé. Oui, c'est vrai. Et ça a aussi fait sortir beaucoup de vies communautaires, des gens qui se sont regroupés à l'époque. Des nouvelles solidarités. Et par contre, j'ai vraiment peur que les gens, en se retrouvant dans leur maison avec rien à faire, sauf Netflix, ils vont juste être sur leurs réseaux sociaux. Oui. Mais donc... pourquoi retarder l'annonce que c'est une pandémie? Ce que j'ai compris, c'était que c'était pour éviter que les gens baissent les bras. Et que si on annonçait, c'est une pandémie, ça va faire le tour du globe, coudonc, alors on laisse faire, parce que de toute façon, tout ce qui va être mis de l'avant pour lutter va coûter des milliards. Et il y a peut-être des pays qui n'avaient pas tant le goût. Ce qui m'a intéressé, par contre, c'est que l'OMS, tout en annonçant ça, dans la même conférence de presse, le président de l'OMS a envoyé des signaux à certains pays. Donc, il a répété à quel point la Chine avait fait un travail impressionnant. Oui. On en a déjà parlé ici. Souvent, quand on a la capacité de suspendre les droits individuels. C'est plus facile. Pour contrôler les foules. Mais on a une marge de manœuvre intéressante. Il y a toute une marge de manœuvre. Par contre, ça devient moins intéressant quand vient le temps de voter, par exemple. c'est des moments où, là, l'avantage se perd. Mais Fred, ce qui est vrai, c'est que la Chine a réussi aujourd'hui, c'est une douzaine de nouveaux cas annoncés en Chine dans un pays aussi populeux qui était en plein pic il y a quelques semaines. Ce que j'ai compris, là, c'est que ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est que personne ne croyait ça possible, tout simplement. Ils avaient l'impression que... On a parlé de la plus grande opération, la plus grande expérience de santé publique jamais réalisée. Point final. Ouais. Quand même.
Mais malgré nous, dans le fond, c'est qu'il fallait faire quelque chose d'aussi robuste et ça a fonctionné. Parce qu'on était habitués au 20e siècle, entre autres, à de l'épuration des populations, mais pas une expérience à grande échelle de santé publique. En plus, c'est une expérience qui intéresse les gens de façon positive. Oui. On ne se dit pas « Ah, c'est dommage, tout le monde meurt ». On se dit « Ah, il y en a moins qui meurent qu'on pensait et c'est grâce à la Chine ». Mais donc, on a nommé la Chine comme ayant réagi de façon exemplaire, mais la Corée du Sud aussi, qui, elle, a l'avantage d'être une démocratie. Oui. Et donc, c'est sûr que ça leur met des bâtons dans les roues, là, c'est moins facile de gérer, mais ils ont eux aussi réussi, malgré un début assez foireux, là, dans le fameux groupe religieux là, où là, les commentateurs que j'écoutais... Un groupe catholique, un groupe chrétien, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, on aurait dû se méfier en les voyant s'installer. Ça fait changement. Et donc, le virus s'est propagé là-dedans vraiment comme un feu de broussailles. Et puis, il a fallu qu'ils aient vraiment identifié tous les contacts potentiels et ils ont été extrêmement proactifs sur les tests de dépistage et la Chine aussi. Ce qui est intéressant, c'est que l'OMS a aussi parlé de mauvais élèves, sans nommer de pays. Ils ont dit que certains pays faisaient preuve d'un niveau alarmant d'inaction. Ah ouais. Et tout le monde a compris la même chose. On parlait de l'Italie à ses premiers moments, la mauvaise réaction au début de l'épidémie, mais on parlait beaucoup plus des États-Unis. Parce que Trump avait dit quelques jours avant, tout est correct, regardez, en Chine, c'est en train de baisser. Et il y avait vraiment une espèce de déni de la situation. La science est de gauche. Alors, il faut s'en méfier, j'imagine. Il faut s'en méfier, puis si on n'est pas d'accord, c'est un peu fatigant. Oui. Hein, quand la science est de votre côté, c'est mieux. Mais puis comme on dit, on regarde ce qu'il faut comme résultat scientifique pour que les populations ou les gouvernements soient influencés, par exemple, pour le réchauffement climatique. Ben, il fallait qu'il y ait du monde qui tombe malade pour que les gens allument. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui voyagent. Donc, une population quand même avec des moyens. On regarde le président du Brésil qui est supposément a testé positif. L'épouse de notre premier ministre. Pauvre Sophie. C'est nouveau, ça, quand même. Je dis pas que c'est bien, là. Mais c'est nouveau. C'est pas eux les victimes, par contre. C'est une épidémie qui frappe égal, mais c'est pas eux autres qui meurent. Hein? Voilà. Quoique, quand on regarde le portrait de Donald Trump, on pourrait le voir comme un vieux monsieur. Tout à fait. Hein? Et là, on ne souhaite rien. Là. Ben non. Je veux vraiment que... Mais moi, j'avais un extrait que je voulais amener tantôt, puis je me suis dit, mais ça vaut il n'a pas l'air affilé. Non. Je trouve qu'il n'a pas l'air bien. Non, Non. Puis il refuse d'être testé. Bon. On lui souhaite bonne chance. Et il a croisé le président du Brésil récemment. Il y a plus d'une personne. Il a été sur plus d'un panel avec des gens qui ont été infectés par la suite et son comportement... En même temps, si tu ne crois pas à la science, peut-être que la science n'a pas d'emprise sur toi. On va voir. Hein? Laissons la vie suivre son cours. Mais ce qui est intéressant, Fred, donc, c'était les réactions négligées des États-Unis et qui se fassent rabrouer de façon presque, à peine voilée par l'OMS. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a appris de la Chine après coup, là, qu'est-ce que vous avez retenu des fameuses mesures drastiques qu'ils ont prises? En fait, ils ont compris quel mécanisme ils devaient adopter pour aplatir la fameuse courbe de propagation de la maladie. Mais moi, ce que j'avais retenu puis ce qui m'avait impressionné, c'était vraiment le bouclage des villes. Une ville de 8 millions d'habitants, bouclée du jour au lendemain, un hôpital construit en quelques jours, des frontières également, des gens cloîtrés chez eux qui ont le droit de sortir seulement le dimanche pour faire l'épicerie. Je pense qu'il y a un fait culturel aussi là-dedans, d'avoir des comportements au diapason des autorités. Je pense que... Ça s'apprend, je pense. Oui, c'est ça. Ils sont là-dedans depuis longtemps. Je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine. Là, ce qui m'a surpris dans encore une fois un podcast... En fait, ce que je veux dire, c'est que dans ces moments-là, on voit tout de suite les limites des libertés individuelles. On le voit avec les propos tenus par, entre autres, Donald Trump, mais tu sais, Doug Ford qui disait allez, voyagez, les amis, allez-y, il n'y en a pas de problème. Ne cédez pas à la panique créée par les médias de gauche. Moi, j'ai entendu Choix FM, j'ai écouté un petit bout de Choix de Jeff Fillion, entre autres, puis je veux dire, ce n'était que des faussetés qui étaient mises de l'avant, toujours au nom de les journalistes de Montréal contrôlent le Québec, et tout ça est une crise créée par la clique médiatique de Montréal. J'ai pas beaucoup écouté les journalistes de Montréal, mais j'ai écouté beaucoup de podcasts de partout sur la Terre. J'en ai lu pas mal. Et j'ai l'impression d'avoir une petite idée là, de ce qui s'en vient. Et on a tout intérêt
à essayer de préserver notre système de santé. En fait, c'est ça. Puis c'est pas pour vous, pour moi, qu'on fait attention. Quoique vous êtes vieillissant. Hein? Je suis vieillissant. Et vous avez parfois le poumon pesant. Oui, je peux faire de l'asthme. Je fume des cigares de mais temps c'est en pas temps. pour nous qu'on fait ça. C'est tout. Moi, je fais attention. Voilà. Je lave les mains. Moi aussi. Je me lave les mains. Non, on est arrivé ici, on s'est fait dire « Bonjour, lavez-vous les mains ». Tout à fait. Et mes enfants ont dit « Qu'est-ce qui se passe, papa? » C'est qui le monsieur? C'est qui le monsieur avec une barbe? J'ai dit « C'est lui, Fred Savard. C'est lui ton vrai père. » Non, j'ai pas dit ça. Mais non, l'élément déterminant, Fred, dans les réactions chinoises, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Ils se sont rendus compte, une fois tout le monde cloîtré chez eux et les frontières bloquées, que les nouveaux cas apparaissaient dans les cellules familiales. Et que donc le confinement à la maison avait ses limites. Et ce qu'ils se sont mis à faire, c'est de faire du dépistage de façon industrielle. Oui. Et donc, comme la Corée du Sud aussi, pourquoi ils ont bien réagi? Exactement, comme la Corée du Sud. Mais en fait, on rentrait dans une voiture, on rentrait dans le métro, on rentrait dans un édifice. Vous rentriez chez vous le soir et il y avait un comité qui vous accueillait. Faites-vous de la fièvre? Oui, allez-vous en là-bas. Pas de fièvre? Allez-vous en là-bas. On a un deuxième test pour vous. Et il y avait finalement du dépistage, du triage en permanence partout. Et si jamais on avait ou bien la certitude que vous étiez porteur ou un doute, vous ne retournez pas chez vous, Fred. Vous ne retournez pas souper. C'est pas compliqué. Ils ont séparé dans des camps dans des camps de fièvre, ça s'appelait comme ça. Des camps de fièvre, des gens symptomatiques, ceux qui n'étaient pas trop malades, des camps pour les hommes, des camps pour les femmes, des camps, et des camps pour les enfants. Et on sépare des familles, Fred, et les enfants n'avaient pas de visite. La fluidité des genres n'est toujours pas arrivée en Chine. Je ne penserais pas. Non, il n'y avait pas grand-chose de fluide à ce moment-là. Donc, en fait, le problème, c'était les fluides. Donc, Fred, oui, et on a séparé les familles, tout simplement. On va régler ça, là, mais petit Timmy va pleurer pendant quelques jours. Il va devoir devenir un homme cette journée-là. Et donc, c'est pas tant le bouclage des frontières que ça, c'est-à-dire d'isoler vraiment les gens malades et dépister, parce que ce qui est le plus dangereux, c'est les gens asymptomatiques qui se promènent et qui font ce qui se passe en ce moment partout aux États-Unis, c'est-à-dire qui répandent la maladie sans le savoir. Ça m'a impressionné, cette histoire de familles séparées sur le champ. Puis on parle de dizaines de milliers de personnes qui ont subi ce traitement-là. Vous êtes là-dedans, en plus, là, oui. La séparation des familles. Oui, absolument, c'est vrai, mais... on peut l'enlever, ça. Ou pas. Larry n'est pas là, on ne peut pas rien couper. Ah, c'est vrai. En Corée du Sud, ça a été un peu plus doux, mais ils ont investi beaucoup en dépistage aussi pour les mêmes raisons, pour éviter d'avoir des gens asymptomatiques. Ce que le Japon n'a pas fait, d'ailleurs. Ce que le Japon n'a pas fait, et à la place, on les a mis dans des bateaux. Et on a fait... Et puis, évidemment, il y a eu des ratés, je ne reparlerai pas de ça, mais... l'exemple à suivre, ce serait plutôt pour nous la Corée du Sud en tant que démocratie. Là. Et un exemple à suivre de leur créativité, là, c'est qu'ils ont établi, vous en avez peut-être entendu parler, mais du service à l'auto de dépistage. Donc, tu pouvais aller dans un endroit, un genre de garage géant, où quelqu'un, sans jamais sortir de ta voiture, tu pouvais passer un test et attendre, avec idéalement le moteur qui tourne pour faire rouler l'économie. Et ensuite, le résultat s'en venait. Et effectivement, si vous étiez porteur ou symptomatique ou qu'il y avait des doutes, on vous envoyait ailleurs où, évidemment, les mesures de confinement étaient moins intenses qu'en Chine, mais tout de même, il fallait y penser, là, un drive-thru, donc un café, une boîte de vin Timbits et un kit de dépistage, s'il vous plaît. Dans le Globe and Mail cette semaine, il y a André Picard qui est moi je ne le connaissais pas. Andrew Picard, grand spécialiste des questions de santé dans les médias, très reconnu que moi je ne connaissais pas. Et lui affirmait que la Corée du Sud serait un exemple pour nous, pour lequel on devrait. Et il disait aussi « Stop everything ». Lui, il l'a dit avant M. Legault. Cela dit... bonne réaction, je pense, quand même. J'ai l'impression. J'ai l'impression. C'était pas dans la panique du tout, c'était bien fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Je trouve qu'on est souvent critique, moi, entre autres, critique de ce gouvernement, mais là, on n'a pas trop attendu. Non, puis en même temps, c'est des gens au nom de l'économie, ça aurait pu être facile de laisser les choses aller. Mais je pense que Fred, là, puis c'est là que je m'en allais, c'est qu'il y a eu aussi des mauvais élèves qui ont été dénoncés par l'OMS. Et l'Italie, au début de la crise, vraiment, se sont fait pogner les culottes à terre, mais tu sais, à terre avec une jambe d'enlevée. Donc, tu ne peux pas les remettre rapidement. C'est impossible. C'est un système de santé, je l'ignorais, mais qui a une très bonne réputation. Et ils se sont fait rentrer dedans. On parle de l'effet d'une bombe, en fait. Évidemment, il y a des facteurs. Milan est une ville où il y a tellement de circulation. La densité de population aussi est incroyable. Et... ils ont réagi ensuite. Mais le fait d'avoir aussi rapidement des cas de contamination dans la communauté, c'est ça, Fred, qui est le facteur déterminant. Quand on est capable de rattacher
un nouveau cas à un voyage ou à une explication logique, on est correct. Ça veut dire qu'on est en contrôle. Ce qui est arrivé très, très rapidement en Italie, c'est ça, c'est qu'il y avait des gens en circulation partout qui se sont promenés allègrement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les vagues de nouveaux patients arrivent d'un seul coup, des 200, 300, 400 personnes qui tombent malades. Et j'ai un extrait du docteur Giacomo qui veut avertir finalement le monde entier. Et je pense que c'est à cause de lui, Fred. Vraiment. Parce qu'il a été partout dans les médias, il a été repris. Et je pense que nos décideurs l'ont entendu. Nos décideurs à nous, qui ont bien réagi, et on a décidé de fermer les écoles, fermer les CPE, alors qu'on n'a toujours pas au Québec de cas identifiés à ce point-ci, de cas inexplicables. Donc, on sait pourquoi. Fait que donc, il y a très peu de chances... Chaque cas identifié, on sait pourquoi. Il y a très peu de chances... Ils arrivent d'un pays étranger. Il y a très peu de chances que dans les CPE, il y avait des cas, mais on ne prend pas de chance et on ferme d'avance, on l'écoute. I want to give to everyone, to every country who could hopefully not, but has the chance of facing this, is that the most important thing is to teach people how to behave in these circumstances. Because if you do not stop the spread of the disease, your health system, no matter how good, how efficient, how modern it is, sooner or later will collapse because the number of patients is too high for the resources we have everywhere in the world. So the most important thing is how the people should behave in order to stop the spread of the disease. Et voilà. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, déjà, il parle avec un accent italien assez fort. Hein? Ça donne le goût de voyager. Mais c'est un monsieur qui est fatigué. Giacomo, là, il nous expliquait qu'on fait constamment des choix. Lui, c'est un gars de soins intensifs. On fait constamment des choix de est-ce que le traitement qui est disponible pour cette personne-là aura un effet. On ne s'amuse pas à donner un traitement à quelqu'un pour une personne qui va sans doute mourir et que là, ils doivent faire ce genre de choix-là quotidiennement, régulièrement, parce qu'ils n'ont pas les capacités de répondre à la demande. Ils ont réorganisé complètement leur système de santé pour répondre à cette crise-là. Et c'est là que l'OMS était finalement assez fier d'eux. C'est dans finalement la deuxième partie de la réponse. Mais ce qu'ils disaient, c'est qu'il faut absolument que les populations soient sensibilisées et qu'on leur explique. Et c'est exactement ce que notre gouvernement fait. On a une conférence de presse par jour. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Mais on a souvent parlé ici de la CAQ et de leur côté opérationnel, mais peut-être que là, on va voir un côté efficace et au bon moment. Oui, donc, tout à fait. Il fallait réfléchir. Puis, je trouve que Arruda est un bon communicateur aussi. Quand il expliquait, on aurait mis les mêmes mesures il y a 3 jours et on n'aurait pas eu l'appui de la population. C'est comme s'il y avait un timing. Ils ont bien choisi leur timing. Moi, j'ai senti le vent tourner jeudi. J'étais chez nous, j'écoutais ça, je me suis dit, oh, là, j'ai appelé au CPE, j'ai dit, là, va falloir qu'on sensibilise tout le monde au coton. Puis les communiqués sont tous arrivés pas longtemps après de la QCPE du ministère. Et j'ai l'impression qu'ils étaient sur la coche. Le seul problème, c'est de trouver du savon à main dans les pharmacies. Mais ça va venir. Oui, c'est parce que les gens sont un tout petit peu centrés sur leur propre inquiétude. Oui. Un tout petit peu. Juste un petit peu. Oui. Mais ça va se calmer. Mais de l'eau et du savon, hein? C'est encore mieux de l'eau et du savon que du Purel. Oui. Mais Fred, juste revenir à la principale question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui se promènent avec le virus sans le savoir? Et c'est là que les États-Unis ont échappé la balle. Oui. Et c'est ça, moi je ne savais pas ça, je l'ai appris en étudiant pour vous cette semaine. Les États-Unis, quand un des éléments pour lesquels on a remercié la Chine, c'est qu'ils ont rendu extrêmement rapidement le code génétique disponible pour permettre la recherche et que des laboratoires partout dans le monde s'adaptent et créent un test, parce qu'on savait que le test de dépistage était la première chose à faire. Et ce test-là est arrivé très rapidement dans un laboratoire allemand et aux États-Unis, on a dit on n'a pas besoin de ce test-là, on va faire notre propre test. Oui. Et donc, quand les tests ont commencé à sortir, au moment où il aurait fallu commencer à tester les gens qui arrivaient d'un peu partout sur la Terre, on s'est rendu compte que les tests ne fonctionnaient pas. Et donc, il y a des gens qui sont arrivés de partout et qui n'ont pas été testés et qui se sont promenés partout aux États-Unis. Ouais. Et voilà, je crois, Fred, qu'aux États-Unis, peu importe la réaction, là, dans les prochaines semaines, ça va revoler en pas pour rire. Ouais. Mais là, l'état d'urgence a été décrété aujourd'hui. Oui, mais ça ne change pas, Fred, le nombre de personnes qui se sont promenées, qui ont serré des mains, qui ont été voir leurs parents. Au moins, on n'est pas dans le déni. C'est terminé. Cette époque-là est terminée, mais les premiers paliers de la courbe d'ascension, de contamination, ils sont lancés 14 jours avant. Alors, c'est ça qu'on va voir dans les prochains jours. Et, écoutez,
j'ai hâte de voir, moi, finalement, ce qui va arriver à notre système de santé. Mon impression, c'est que on sait tout ce qu'il y avait à savoir sur ce virus-là depuis le début, mais l'expérience italienne a frappé les esprits et je crois qu'on est au bon endroit sur la map en ce moment pour que nos amis médecins puissent peut-être passer à travers. Ben, merci, Godefroy. Vraiment, c'est un bel élément de compréhension que vous nous offrez et on n'est pas du tout dans quoi faire. Je pense qu'il y a assez d'informations qui circulent. En fait, il y en a trop. J'en ai mal au cœur. Je me demande si c'est pas un symptôme. Il y en a trop qui circulent. Les médias sociaux, entre autres. Moi, je vois passer des choses là, sur des analyses faites par des gens qui n'ont absolument aucune formation en épidémiologie, sur des sites de geeks, entre autres. En tout cas, on mettra peut-être le lien. En même temps, je ne voudrais pas trop le mettre, mais il y a des gens dans les commentaires c'est un site américain qui disent « Hey, t'es qui, toi, dude? Ouais. Je regarde ce que tu as publié à date. Tu as fait des articles sur la philosophie de Luke Skywalker dans la réalité. Ah, ben c'est intéressant. C'est une espèce de geek, et là, tu nous fais une méta-analyse hyper longue avec des graphiques, et tu n'as même pas les bases du facteur exponentiel, juste mathématique. Alors, et ça circule sur les médias sociaux, entre autres. Fait que, je pense pas en avoir ajouté avec cette balado, mais il fallait en parler, évidemment. On ne pouvait pas aller au Festival Regard. Mais là, on va aller au téléphone, parce qu'il y a quelqu'un qui vit cette crise, Godefroy, de plein fouet. Je vais l'appeler immédiatement. C'est vrai? Oui. On fait ça comme ça, là. Ah, ça sonne. Qui parle? C'est Tax Lecor. Allô? Hélène Faradji! Bonjour! Alors la console roule. On enregistre ce petit segment-là, mais je vais aller vous voir parce que là... Est-ce qu'Hélène m'entend, moi aussi? Oui, alors Godefroy est là. Oui, j'entends tout le monde. Hélène, allô? Alors, Hélène... Allô? Alors, les auditeurs vont être très contents d'entendre votre voix. Et là, vous êtes en quarantaine, là. Oui, je suis une survivante d'un voyage en Italie. Oh là là! Ben oui, j'avais très, très bien choisi ma destination Absolument. de semaine de relâche. Beaucoup de flair sur ce coup-là. Je suis revenue vendredi dernier, il y a exactement une semaine. Donc, j'ai fait ma première semaine de quarantaine à la maison. Comment ça se passe, là? Comment ça se passe? Comment ça se passe, la quarantaine? J'aurais envie de vous raconter des histoires spectaculaires ou des trucs qui arriveraient, mais il se passe rien. Non. Vraiment rien. Je suis en pyjama, puis j'ai du papier toilette. Ah, mon Dieu, fiou! OK. Oui, tout va bien. Je me lave les mains. Il se passe absolument rien. J'ai mes bons polars que je lis tranquillement. Tout va bien. Vous allez écouter quelques films, j'imagine? Vous êtes déjà tanné? Oui, certainement. Non, je suis pas tannée. J'ai évidemment écouté C'est comme ça que je t'aime de Ribard Les Tourneaux. Oui. C'est très, très bien sur TV. Ouais. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'hésite un peu. Je me suis dit, est-ce que je me fais une programmation spéciale épidémie? Ouais. Je sais pas encore. Je suis pas rendue là. Vous pourriez vous inspirer des États-Unis et vous faire un spécial moron. Ça pourrait être une idée. Là, je parle pas des Américains en général. Non. Je parle de leur chef. Je suis à la recherche de comédie et de choses légères. Ouais, j'irais pour un Dumb and Dumber. Et là, la quarantaine, votre quarantaine, évidemment, votre quarantaine liée au COVID, pas votre quarantaine d'âge, là, mais va se terminer quand? Normalement, elle se termine dans une semaine. Donc, ça nous mène à peu près la date à peu près mi-mars, mais là, on a eu un autre 2 semaines au travail qui vient d'embarquer, donc ça nous mènerait à peu près vers le 29 mars, quelque chose comme ça. Parce qu'évidemment, on vous appelle parce que, oui, vous êtes en quarantaine, on savait que ça allait pas si mal, mais parce qu'on a une maudite bonne nouvelle, Hélène Faradji a annoncé. Ben quand même! C'est moi qui le dis? Ah oui, allez-y. Je reviens le 2 avril. Voilà! Incroyable. Yeah! Bon, parce que là, il y avait des imbroglios, on va passer les détails, mais vous ne pouviez plus participer à la balado. Et là, dès le 2 avril, là, ça sera l'enregistrement le jeudi, donc le 4 avril, le samedi matin, vous reviendrez comme collaboratrice régulière à cette balado. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents parce que je reçois régulièrement des messages de gens quand est-ce qu'elle revienne. Puis là, on ne pouvait pas dire de détails. Là, évidemment, ça fonctionne. Voilà. Donc, 2 avril, la semaine du 2 avril, vous serez de retour. On a très, très, très hâte. À moins que ma quarantaine se passe mal. Mais a priori, oui. A priori, le 2 avril, je serai là. Mais je vous fais confiance, vous êtes d'origine européenne. On voit qu'en Europe, ça s'est bien passé. Oui, tout ça, le COVID. Alors... écoutez, très content, Hélène. Pour vrai. Je ne sais pas si le 2 avril, il y aura encore une société en état de marche. Hein. Ah, peut-être, mais il y aura une balado. Mais c'est l'avantage de la balado. On a juste besoin d'un fil. Petite console. Ça fonctionne même avec des batteries. Alors, il y aura une balado, c'est certain. Alors, on vous laisse aller vous reposer auprès des vôtres, mais on est très content d'annoncer que vous serez de retour début avril. Vraiment très, très content. Merci, Hélène. Bye, Hélène. À bientôt. Bye.
Bon, alors, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait à la balado. On va avoir 2 auteurs en même temps. J'accueille Pierre Sanson. Bonjour. Bonjour. Auteur du livre Le Mammouth. Oui, c'est ça. Qui est sorti... En octobre 2019, je ne me trompe pas. Ouais. Et ça, j'aime ça, la balado. On n'est pas dans la tyrannie de la nouveauté. On laisse les livres macérer un peu, se bonifier, comme des Bourgognes. Alors, merci d'être là. Merci. Et Mauricio Segura, votre roman Viral, lui, est sorti un peu plus tôt. Oui. Il vient de sortir là, en février. Voilà. Et en fait, Pierre Sanson, vous étiez prévu depuis longtemps de venir à cette balado, mais là, je trouvais ça intéressant de faire une espèce d'entrevue croisée parce que les 2 romans, évidemment, ne parlent pas du tout de la même chose, mais sont des espèces de témoins du Montréal et du Québec multiculturel, mais à 100 ans d'écart. C'est-à-dire que d'intervalle, Le Mammouth se passe dans les années 30. Ah oui, en 1933. Voilà. Exactement. Et Viral, on est aujourd'hui. Et là, attention, Viral, ce n'est pas pour capitaliser sur le COVID-19. C'est pas tout à fait la même viralité. Non, pas la même viralité du tout. On va commencer avec Le Mammouth, avec Pierre Sanson. Okay. Un roman que j'ai... les 2 romans, je les ai adorés, évidemment, sinon vous ne seriez pas ici. C'est votre 8e roman, est-ce que j'ai compris? C'est mon 8e roman, oui. Voilà. C'est le premier... En fait, de vous 2, c'est la première fois que je lisais de vos romans. Ah. Moi, je lis peut-être trop d'essais dans la vie. Je lis On n'en lit jamais trop. T'es un gars d'essai. J'étais un gars d'essai. Ouais. Ben oui, mais... J'avais remarqué ça. Bon, je le prends peut-être comme un compliment. Je ne sais pas, je vais réécouter l'épisode pour voir si c'est un compliment. Donc, Le Mammouth raconte l'histoire de Nikita Zinchuk, ouvrier ukrainien abattu par un policier dans les années 30. Exactement, d'une balle dans le dos. D'une balle dans le dos. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne... Et là, je ne sais pas si... Faut pas trop en dire non plus. Oh, voilà. Ouais, non. Mais c'est que la personne qui tue, c'est un fils d'immigrant. C'est un fils d'immigrant italien. Ça, c'est intéressant. Puis c'est drôle, ça rejoint un peu Viral. C'est-à-dire que cette espèce de... cette subtilité, parce qu'au début, on a l'impression que, ça va peut-être encore toujours la même affaire, un méchant policier blanc qui tue un immigrant éduqué, ouvert d'esprit. Mais évidemment, la réalité est beaucoup plus subtile et complexe que ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, le policier en question est Gianni Zuto, fils d'immigrant italien. Et là, en fait, moi, ce roman-là m'a fasciné pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la langue. C'est pas un roman facile à lire, je dois l'avouer. Je sais pas si tu dois prendre ça pour un compliment. Mais quand même. Oui, mais c'est drôle, c'est... Les ventes viennent de descendre. Et même les gens rapportent les copies. C'est trop compliqué. Ceux qui leur sont cadeaux. Mais non, c'est René Charcir qui est venu à cette année-là, où je chronique. Moi, je l'avais commencé, mais ça faisait pas longtemps. Et lui était presque à la fin. Puis c'est ce qu'il disait. Il dit là, il faut prendre des pauses quand on lit ce livre-là parce que, le vocabulaire est soutenu. C'est mon côté pointilleux. Oui, bon. Écoutez, c'est le premier roman. J'aime ça. C'est le premier roman que j'ai vu. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui. Pour moi, c'est même dans une impulsion de démocratisation de la langue. Moi, je dis que tout le vocabulaire nous appartient. Puis j'accepte pas les gens qui nous disent « Ah, ça, c'est un petit peu trop compliqué pour nous. » Non. On doit se servir de tous les mots qui sont à notre disposition. Alors vous êtes partisan de on arrête de lire puis on va dans le dictionnaire parce que j'ai dû le faire plusieurs fois. On n'arrête pas de lire si on va dans le dictionnaire. Non, c'est vrai, tout à fait. Un dictionnaire, d'ailleurs, j'essaie toujours de convaincre mon garçon que c'est possible de l'utiliser. Lui qui a 15 ans et qui ne croit pas du tout. Aux vertus du dictionnaire. Voilà. Donc, et autre chose qui m'a frappé, c'est le pouvoir d'évocation de ce roman-là, parce que là, on se plonge dans les années 30, mais d'une façon extrêmement précise, entre autres avec une litanie de commerces qui sont énumérés. Oui, pour moi, c'est important. Je veux savoir comment vous avez procédé, parce que c'est un travail de recherche de moine. Ah oui. Je me suis fait une hernie discale à faire la recherche là-dessus. J'étais penché tout le temps sur des documents, puis j'ai reconstruit le boulevard Saint-Laurent sur un grand carton. Ah ouais. Avec, à partir des cartes d'époque sur les assurances incendies de la ville de Montréal de 1929, mais je me suis dit, ça n'a pas changé tant que ça. Surtout après la crise, il n'y avait pas grande construction qui sont faites. Et là, j'ai pris aussi le Lovell, qui était le guide de bottin téléphonique, mais qui listait adresse par adresse les noms. Puis là, il y avait le nom des commerces, mais ça ne disait pas qu'est-ce que ça vendait. Fait que là, j'allais faire la recherche, qu'est-ce que chaque commerce a vendu. Donc, au bout de ma recherche puis de la construction de ce boulevard Saint-Laurent-là sur un carton, je pouvais me promener sur le boulevard Saint-Laurent puis
imaginer les commerces, les enseignes, les gens, quel genre de personnes. Puis surtout, ça m'a permis de brosser un portrait de la société par sa consommation qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y avait beaucoup de tailleurs, il y avait beaucoup de vendeurs de tabac, il y avait beaucoup de barbiers. Donc, je me suis dit, c'est pas parce que les gens se faisaient couper les cheveux plus à l'époque. Donc, à un moment donné, je le dis, c'était peut-être un lieu d'information, les barbiers, par exemple. Mais avant d'aller plus loin... Un lieu social, où les gens allaient... Parler, échanger des renseignements, qui a besoin d'un employé, qui a été malade, qui s'est cassé une jambe, puis a besoin d'être remplacé. Puis pour moi, en plus, il y avait le côté poétique que je trouvais, parce que ça se passe en 1933, puis il y avait le surréalisme à l'époque. Puis moi, ça me faisait un petit clin d'œil au surréalisme, de trouver de la poésie un peu dans des endroits inopinés ou peu usuels. Donc, ça faisait partie de mon projet littéraire, parce que pour moi, le roman, c'est un projet littéraire. Mais je dois dire que c'est un fait vécu, tout ça. Là. Oui. Que le type s'est fait tirer dans le dos, c'est vrai. Bon, mais c'est ça, parce que à la toute fin du livre, vous mentionnez même sa pierre tombale. En fait, il est une que j'ai retrouvée pierre, au Lakeview. C'est un point clair. Lakeview Memorial Garden. Bon, ben, bien. Voilà. Mais, c'est exact. Mais c'est ça qui est... mais là, je veux juste faire une parenthèse. J'en ai noté quelques-uns, juste pour donner une idée aux gens. Parce qu'il y a des énumérations, ça devient poétique juste de les lire. Donc, autour de l'Atlas Building, qui existe encore. Oui. Qui est sur... Là, vous me perdez parce que moi, une fois que j'ai terminé mon roman, je suis porté à effacer un peu. Comprends. Donc, oui, si je l'ai mis là, il est encore là, puis il existait tel quel. Autour de l'Atlas Building, il y avait le Spivaks Dress, Columbia Brand, Lakers Keystone, le garage de la rivière, National Poultry and Egg de la famille Amber. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a le détail. Après ça, page 136, sur la rue Saint-Antoine, il y a le Charlie's Gasoline, Finish Pool Room, Fabric Old, Kingham Laundry, New Haven Room, Terminal Club, Bresson Hotel, parce qu'évidemment, il y a des hôtels, restaurants. Et c'est dans l'ordre qu'ils sont présentés, sauf parfois pour une question d'euphonie, je pouvais sauter parce que pour moi, je lis toujours mon roman à voix haute avant de le présenter, de le proposer à une maison d'édition. Puis si ça accrochait, je l'enlevais. Mais c'est dans l'ordre et c'est tel quel. Pour moi, c'était très important. Puis ça peut dépeindre le côté multiculturel, justement, de Montréal. Puis mais à la lecture, c'est une des choses qui frappe en premier lieu, c'est ce pouvoir d'évocation-là, parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. On découvre... Bon, je dirais pas que c'est une leçon d'histoire, mais quand même, oui, parce qu'on découvre plusieurs choses, entre autres. Ben oui. Je ne fais pas de leçon d'histoire. Non. Mais j'ai fait une recherche historique, puis je la partage. Voilà. La présence du fascisme à Montréal, avec des clubs, avec pignon sur rue. Des faisceaux à Verdun, dans l'est de la ville, dans la petite Italie, bien sûr. Le communisme aussi. Oui. Oui, avec des cellules communistes dans Schlaga, partout. Je veux dire, aujourd'hui, j'entendais une émission où il parlait du communisme à Radio-Canada. Et c'est vraiment... C'est une balado indépendante, on n'est pas à Radio-Canada, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc, j'ai trouvé que c'est assez incomplet ce qui avait été dit, parce qu'ils n'ont jamais parlé de la crise économique qui a été un grand vecteur de propagation du communisme. C'est là où le communisme a failli basculer du côté des gagnants. Là. Mais bon, les gens, c'est sûr qu'en 6 minutes, on ne peut pas brosser tout un tableau. Mais toujours autour du fascisme... Il y a même ouvertement des élèves de l'Université de Montréal qui manifestent. Bien sûr, puis qui battent les gens, puis qui ont battu Albert Saint-Martin, a été battu par des étudiants de l'Université de Montréal. Donc, la bourgeoisie canadienne-française. Bien sûr, mais on se souvient peut-être vaguement du cancer, qu'est-ce que j'ai dit là? Du scandale. Ça, c'est un beau lapsus. Du scandale de Jean-Louis Roux, qui avait des grandes qualités, tout ça, mais qui avait été membre qui était étudiant à l'Université de Montréal et qui s'était promené en habit nazi. Il y avait des ans nazis, en tout cas. C'est drôle parce que quand j'ai lu ces passages-là sur le fascisme dans ces années-là, moi, ça m'a rappelé aussi une conférence de René Ladel-Dubois, dramaturge, à l'Université de Montréal, quand j'étais au début des années 90, qui relatait, entre autres, comment Franco avait des appuis énormes au Québec chez les catholiques.
certains politiciens qui organisaient de façon privée des campagnes de financement pour soutenir Franco. C'est incroyable. Tant du côté fédéral que du côté provincial. Oui. Ouais. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on parle de francophones ou d'anglophones, surtout? Du côté du fascisme, c'était plus les francophones et les Italiens, les italophones. Évidemment, c'est relié au catholicisme. Il y avait du nazisme au Canada, surtout, qui intéressait davantage les anglophones. Oui. Évidemment, vous l'avez dit tantôt, la communauté juive est omniprésente dans le Mammouth. En fait, et c'est d'eux, en fait, que proviennent les premières idées communistes, la propagation des idées communistes. De l'Europe centrale, donc de la Russie, après 1914-18 et tout ça, la révolution russe et tout ça. Mais en effet, en bonne partie, disons, c'est la communauté juive de gauche qui a été une des grandes promotrices. Mon français n'est pas très parfait, là, mais elle a fait de la promotion. Vous revenez d'Argentine, on va dire ça. Oui, c'est ça, je reviens d'Argentine, je pourrais le dire en espagnol peut-être, mais qui a fait une promotion très dynamique du communisme à l'époque, et très intelligente surtout, très fondée sur des... Mais comment c'était reçu à l'époque? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a un retour d'une espèce de démonisation. Bien sûr. On regarde avec les élections américaines, on démonise. J'entendais Mario Dumont, puis on en a parlé à la radio la semaine dernière, qui parlait de Bernie Sanders, puis c'est du communisme. À l'époque, est-ce que c'était... il y avait plusieurs facteurs qui le rendaient antipathique à la communauté francophone. Il y avait bien sûr le fait que c'était des athées. Donc, bien sûr, c'était des pécheurs. Mais surtout, parallèlement, c'est avec les Juifs aussi qu'il y avait un problème parce que les Juifs pouvaient ouvrir leur dimanche et ils faisaient de prêts. Alors, c'était interdit aux catholiques de faire un prêt, c'est de l'usure. Donc, souvent, on associait les deux, c'est-à-dire le méchant juif, le communiste, le athée, tout ça. Donc, c'est sûr que c'était très mal vu par les populations populaires, par le peuple, parce qu'il était très influencé par les religieux. Toutefois, il y avait quand même plusieurs communistes francophones. Je ne pouvais pas en trouver dans ce cas-là parce que ça se passait où ça se passait, c'est-à-dire dans le quartier juif à l'époque. C'était plus un quartier multiculturel de Montréal. Donc, mais il y en avait, comme Albert Saint-Martin, par exemple, qui en était un très, très dynamique. Mais c'est sûr que c'était pas facile d'être communiste à l'époque, comme ce n'est pas aujourd'hui. Non, tout à fait. Et que les gens aiment bien croire qu'une pensée peut mourir, alors que, à mon avis, c'est pas... Non, en fait, elle peut se mettre un peu en jachère, mais elle aurait... D'ailleurs, on en parlait avec Yves-Marie Abraham à cette balado. La grille d'analyse marxiste est de retour. Je vois pas de mal, pourquoi pas? Non, mais moi, quand j'étais à l'université, c'était fini. Le marxisme, c'était enterré, on parlait plus de ça, c'était Francis Fukuyama, c'est la fin de l'histoire, c'était bon. Alors qu'une idée ne meurt pas. Tout à fait. D'ailleurs, on parle de la communauté juive et du communisme. Il y a Fred Rose, entre autres. Oui, qui a été élu. C'était une élection partielle. Oui. Et d'ailleurs, il y a Michael Garber qui est une espèce qui est l'avocat. Parce qu'en fait, là, il faut comprendre que lorsque le mammouth est abattu, il y a un procès qui s'installe. En fait, il y a une enquête qui s'installe. Qui est symbolique, disons. Oui, parce que les dés sont pipés. Et on essaie de défendre sa cause. C'est sûr. Donc, vous avez la police qui se défend, parce que c'est le policier qui est accusé. Mais vous avez en même temps l'avocat qui représente la famille, on dit, qui pousse le cas pour qu'il soit trouvé coupable. Et Michael Garber, qui était quand même un avocat de haut niveau, qui vivait à West... Lui aussi qui vivait à West... Oui. OK. Non, il n'y a aucun personnage fictif. Son adresse, où il vivait... Il n'y a aucun personnage fictif dans le Mammouth. Il y a Simone. Oui, on va en parler. Et son entourage, parce que je voulais mettre une francophone. Oui, voilà. Et donc, tout le reste, là, l'adresse, M. King, là, qui est le coroner en chef, en réalité, c'est Prince, son vrai nom. Son adresse, là, sur la rue Tupper, c'est exactement ça. Puis le gars qui vivait en bas, c'était lui. Bon, OK. Donc, Michael Garber, qui a déjà existé, il va de cette citation, puis je veux que vous la commentiez, parce qu'on n'est pas là, mais en même temps, que 17 millions de personnes éduquées aient voté pour ce bouffon à la moustache en brosse le renverse. Et là, évidemment, il parle d'Adolf Hitler. À votre avis, par rapport à ça, puis là, je parle aux deux, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on regarde avec Poutine, on n'est pas sorti de cette espèce de... Peut-être que le mot fascisme n'est plus le bon mot, mais de cette propension de dictateur... Populisme appuyé par la population. Oui. Je ne suis pas une analyste politique, mais moi, je crois que je parle beaucoup. Mauricio va avoir son entrevue. Je vais peut-être le couper.
Mauricio... écoute, le populisme, nous, à l'Inconvénient, on a fait un numéro sur le populisme. Le populisme se portait déjà très bien là, dans les années 30. Toi, tu reviens, Pierre revient de l'Argentine, le Chili, l'Argentine, le populisme de gauche un peu... et un peu opportuniste. Puis après ça, même aujourd'hui, c'est vraiment le populisme qui nous fait peur. C'est vraiment ce populisme de droite. Puis qui renoue, c'est vrai, avec certains éléments du fascisme. Là, parce que je sais qu'il ne faut pas calquer ce qui se... Non, c'est ça. Il faut faire attention, mais les germes sont là quand même. Les mots ont un sens. Mais les situations historiques sont différentes aussi. Oui. Bon, vous avez parlé tantôt, Pierre Sanson, le personnage de Simone, qui est une Canadienne-Française. Qui est finisseuse. Oui, qui travaille dans une couture. Voilà, qui travaille pour un juif. Ben oui. Et qui est mêlé à tout ça de façon un peu... Accidentellement. Oui. Mais ça va... Oui et non. Oui. Allez-y. C'est un fait historique, c'est vrai ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une grève des couturières, dont les finisseuses, et elles avaient obtenu, grâce à Joshua Gershman, qui est un des personnages là-dedans, donc grâce au syndicat qu'ils avaient mis sur pied avec les communistes, et donc elles avaient eu une augmentation, je pense que c'était 3,50 $ par semaine, et tout de suite après, le curé leur avait ordonné de rembourser la différence. Cette augmentation-là, parce qu'elle venait du démon. Mais donc, elle allait rembourser donc à Joshua Gershman et avec celle de ses 3 copines, qui n'étaient pas avec elle, mais qui lui avaient donné l'argent, elle allait rembourser ce que son patron leur avait versé de supplémentaire. Et on a l'impression aussi que, c'est en filigrane les premières grèves dans les manufactures, mais c'est les débuts du militantisme féministe aussi en même temps. Et Simone, avec Léa Robert. Oui, tout à fait. Et Simone représente ça aussi. Pour moi, oui. Parce qu'elle s'émancipe au travers du roman. Exactement. C'est grâce à ce contact qu'elle a eu avec la réalité, quoi. C'est grâce à ce contact qu'elle a pu prendre conscience du fait qu'elle est en lutte, sans le savoir, et qu'elle a le droit d'être en lutte, et parfois même de gagner. Et donc, c'est cet avènement qui lui arrive. Là, elle se rend compte qu'elle doit s'émanciper et ne pas le faire avec l'aide d'un homme ou d'un mariage. Parce que ça, il y a une histoire d'amour aussi derrière ça un petit peu. Ça ne me dérange pas qu'on brûle tous les punchs. Non. Il n'y en a pas tant que ça. Là. Quand même. Mais donc, c'est une émancipation politique qui doit se faire. On sent pas le mélange. En fait, on sent le mélange interculturel par la force des choses, c'est-à-dire que c'est beaucoup des immigrants qui sont démunis, qui doivent travailler sans choisir leurs conditions. Mais il n'y a pas une grande mixité sociale à cette époque. Vous voulez dire avec les francophones? Oui. En effet, c'est pas très, très, très bien. C'est un peu l'huile et l'eau. Quoique les gens qui vivaient dans le quartier avaient des francophones et j'imagine qu'ils étaient très bien intégrés avec leurs voisins. Mais même à l'intérieur des communautés culturelles, si on exclut les francophones, il y avait des tensions très fortes parce que vous aviez des gens comme Nikita Zinchuk qui venaient d'Ukraine, qui n'étaient pas juifs. Et il y avait le Holodomor qui avait eu lieu, puis des pogroms, il y avait eu des pogroms en Ukraine. Et rien ne m'interdisait de penser qu'il avait participé à ces pogroms-là, parce qu'il était catholique, qui allait dans une église grecque, orthodoxe, mais parce qu'il était catholique. Donc, il y avait des tensions à l'intérieur même des communautés européennes. Disons, et ces tensions-là se sont importées bien sûr. À Montréal. Oui. Mais il y avait aussi des tensions à l'intérieur de la communauté juive. Je veux dire, j'ai mis un épisode dans lequel on charge de battre Joshua Gershman, puis il va rencontrer le mafieux. Mac Shapiro. Oui. Non, c'est l'autre. Mais je m'en souviens. Oui, mais le grand patron, c'est Mac Shapiro. Oui, mais c'était un de ses lieutenants. Un sbire. Mais c'est c'est un gars quand même qui était propriétaire de jeux de tripot, comme on dit. Et c'est vrai que ça s'est passé. Oui, de Blind Pig, bien sûr, c'est ça. Puis, donc, un mot que j'ai appris dans ce roman, j'ignorais l'existence des Blind Pigs. Oui, il appelait ça des Blind Pigs. Peut-être pour les gens à la maison. C'est un bar clandestin. Voilà. Donc les patrons juifs avaient chargé ce Shapiro, son acolyte, de battre, de briser les jambes, de casser les jambes des militants communistes juifs. Et ce pégreux ne voulait pas
Parce que tu trouvais que leur lutte était bonne en même temps. Bonne. Ça, j'ai mis de la bonté à l'intérieur de lui. Oui. La raison, parce que j'ai pris ça dans les mémoires de Gershman, c'est donc le mafieux, le pégreux, lui dit « Je ne veux pas battre quelqu'un de ma communauté. » C'est ça. Ça, c'était... Et ils vont simuler des bandages. Oui, c'est ça. Donc, ils ont dit « Voici la solution. Faites semblant qu'on vous a battu. » Donc, ils ont mis des faux plâtres et tout ça pour... Et d'ailleurs, dans cette partie-là, avec la rencontre avec les mafieux, vous parlez des trafiquants de Bronfen qui sont... Je sais pas qui ça peut être. du whisky, mais oui, mais j'ai tout de suite pensé au Bronfman. Disons que beaucoup de gens disent que les Bronfman ont fait leur fortune à partir du commerce d'alcool, mais aussi d'autres choses. D'autres substances. D'autres substances, peut-être. Oui. Notamment des montres, d'ailleurs. Ah oui? Des montres suisses, je ne me trompe pas, moi. Des gens qui aiment les beaux produits. Disons qu'ils ramenaient des montres des États-Unis qui venaient d'Europe et ils retournaient les boîtes avec d'autres choses dedans. Ah! Mais dans le roman, si je comprends bien, tu ne les nommes pas expressément. Non, mais en fait, c'est pas le nom de famille, c'est que les trafiquants, on les appelait comme ça. Des trafiquants de le Bronfen, c'était le whisky. C'était le whisky, c'était le nom de... C'est comme le nom de club. Oui, d'accord. Donc, je m'en suis servi quand même. Oui. Mais la joie de faire soi-même sa recherche, parce que je sais qu'il y a des écrivains, des écrivaines qui ont assez d'argent pour payer quelqu'un, pour vraiment faire la recherche, puis comment ça se passe. La joie de le faire soi-même... Je savais pas ça. Ben oui. Ben dégueulasse. Ça m'enlève la magie de ce pas seulement historique, mais les romans policiers, par exemple, et tout ça. Il y en a qui le font. Mais la joie de faire cette recherche-là soi-même, c'est qu'on tombe sur des bits d'informations, des détails qui nous permettent d'enluminer cet univers-là. Ben oui. Que j'aurais, tu sais, des choses que... Vous avez passé à côté. Moi, ma mère, elle me disait, quand on allait chez nous, on avait l'habit de mon père avait les complets. Mon père était il était comme moi, il était très vaniteux. Puis, elle disait, OK, on va aller chez le Chinois. Puis là, on arrivait chez le nettoyeur. Ah oui, le blanchisseur. C'était M. Tremblay, là. Puis je comprenais pas, tu sais. Et c'est en faisant la recherche, je me suis rendu compte que toutes les blanchisseries, pratiquement à Montréal, étaient détenues par des ressortissants chinois. Ah ouais. Donc, j'en nomme quelques-uns là-dedans. Ouais, tout à fait. Et c'était vraiment... On le retrouve même dans les Lucky Luke aussi. Ben oui, mais pour moi, ça m'a... Oui, c'est vrai. Mais il y avait aussi... puis le trafic d'opium était très, très dynamique, et d'héroïne était très dynamique à Montréal. Ça passait beaucoup par les jazzman, entre autres. Oui. Mais l'opium, là, les petites boulettes, là, on allait les acheter souvent dans les blanchisseries. C'était parfois un dépôt, un comptoir. Ah mon Dieu, ça, vous voyez, ça, c'est un détail vraiment intéressant, ça. Qui va renouveler mon expérience d'aller chercher mes chemises chez le nettoyeur. J'ai jamais essayé de l'opium, là, mais je sais pas si c'est agréable. Bon, tantôt, on parlait des étudiants fascistes de l'Université de Montréal, et là, vous abordez également un petit peu... Vous parlez de restauration sociale. Oui. Si je me rappelle bien de mes cours de sciences politiques, est un programme mis de l'avant par... L'Église et les intellectuels canadiens-français. Les intellectuels canadiens-français, mais beaucoup par la section la plus progressiste... De l'Église. De l'Église catholique. Ouais. C'était en mars, là, je pense que ça s'est fait le 11 mars, où ils se rencontraient, pour essayer justement de dénouer ce dilemme-là que les Canadiens français étaient dans la misère. Oui. Il y avait un taux de chômage de 30%, les enfants travaillaient... Pour repolitiser la lutte culturelle des Canadiens français, c'est parce qu'on a eu Jacques Beauchemin la semaine passée. On a beaucoup parlé de ça, mais c'est un peu de ça. Mais entre autres pour les aider financièrement. Puis de les sortir de la misère dans laquelle ils s'enlisaient et qui risquait justement de les précipiter dans l'enfer communiste. Oui. Donc c'est en réaction aussi aux idées communistes qui circulaient. Disons qu'ils sont réveillés. Oui, et vous parlez de corporatisme évidemment, parce que quand on parle de fascisme, la doctrine politique, c'est le corporatisme. La grosse, c'était fait comme les Juifs. Achat chez nous. C'est ça. Ouais. C'était achat chez nous. C'est drôle quand j'ai vu ça. Achat chez nous, qui est un slogan qui revient dans la revalorisation du terroir, des produits québécois. C'est fou, pareil. C'est quand même assez éloquent. Mais mais c'était un peu ça, parce que Lionel Groulx, on a dit beaucoup de choses très négatives à son endroit, puis je suis pas sûr qu'il était si démoniaque que ça. Il l'avait dit, ça. Il était de son temps, je veux dire. Il admirait cette solidarité dans la communauté juive, puis il voulait que les Canadiens français fassent la même chose. Oui. Mais je pense qu'il les respectait
il les respectait. Tout à fait. C'est drôle parce qu'en lisant votre roman, je trouvais, puisque maintenant on comprend vers la fin que tous ces personnages ont existé, vous faites le même travail un peu que Serge Bouchard, c'est-à-dire de déterrer de l'oubli. De déterrer de l'oubli des personnages méconnus, ce qu'on appelle l'infra. Lui appelle ça l'infra-histoire. Ben, pour moi, oui, c'est comme les petits mécanismes dans une montre, là, les petites roues que personne ne voit. Pour moi, c'est ça qui fait avancer l'histoire, mais de façon beaucoup plus discrète, beaucoup moins spectaculaire. Mais là, j'essaie de le rendre un petit peu plus spectaculaire quand même, là, mais parce qu'il y a eu une grosse émeute à cette époque-là. Oui. Là. Puis ça, on n'en a jamais entendu parler. Là. Ben, on a un rapport, de toute façon, tellement étrange avec notre histoire, mais moi, vraiment, j'espère que les gens vont vouloir se lancer dans cette lecture-là. Le Mammouth, c'est chez Héliotrope. De toute façon, vous restez avec nous, mais là, je vais me tourner vers Mauricio Segura, parce que là, on va parler de Viral, qui se projette 100 ans plus tard, ou à peu près. Et parle du Montréal d'aujourd'hui. Donc, vous êtes né au Chili en 69. Là, vous êtes de Côte-des-Neiges? Oui, vous avez grandi à Côte-des-Neiges? Oui, c'est ça. C'est le quartier où j'ai grandi. Oui. Vous êtes dans le comité de rédaction de l'Inconvénient? Oui. Vous fréquentez Mathieu Bellil, notre collaborateur? Tout à fait, oui. Alors, Viral est votre 5e roman? C'est ça, c'est le 5e. Ouais. J'ai écrit un essai aussi, donc c'est mon 6e livre. Ouais. Et bon, ça commence assez... en fait, c'est Lola, jeune journaliste d'origine asiatique. Et là, je vais le dire parce qu'il faut préciser, là, d'origine asiatique, qui filme une altercation entre une chauffeuse d'autobus et un jeune arabe. Elle publie l'altercation sur les réseaux sociaux et badam, tout dégénère. Bon, ça, c'est est-ce que je résume bien le début du roman? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment la scène... qui est une scène, au fond, de base, là, et qui va bouleverser la vie de ces 6 personnages que je présente, dont je présente la vision du monde, là, l'un après l'autre. Et donc, oui, on se réfère constamment à cette scène du début. Je voulais vraiment une scène... En fait, pendant longtemps, j'ai cherché une scène comme ça qui pouvait me permettre de parler de personnages très différents. J'avais cette ambition d'écrire un roman polyphonique. Là, j'avais plus de temps et c'était le bon moment pour moi d'écrire un roman un peu plus long, parce que mes romans, en général, sont plus courts. Et je voulais comment lier quelqu'un qui est à la tête d'un arrondissement. Donc, oui, parce que le personnage de François. C'est ça, il y a le maire François. Après qui doit réagir. Qui doit réagir de façon assez rapide, là, parce que tout ça se passe en 24 heures. Là, on a vous en avez parlé, cette journaliste d'origine vietnamienne. Après ça, on a un personnage qui est un adolescent colombien. Et comme ça, vous avez des personnages très différents, de classes sociales différentes, de groupes appartenant à des communautés culturelles différentes. Donc, pour moi, c'était un des défis majeurs dans la construction du livre, c'est-à-dire comment lier tout ce monde et qu'est-ce qui les relie aussi. Hein? Donc, cette scène-là va bouleverser leur vie à chacun. Et il y a aussi le fait qu'ils sont tous liés par les réseaux sociaux. Oui, voilà, parce que le viral du titre, ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Puis c'est le côté aussi viral dans le sens, je dirais pas maléfique, mais parce qu'au début, pour vrai, j'avais peur que ce soit un roman un peu moralisateur sur la majorité qui ne traite pas bien. Bon, mais c'est beaucoup plus subtil que ça parce que dans le fond, la structure du roman est simple, en même temps, elle est hyper efficace. C'est que chaque chapitre, c'est un personnage, c'est la vision d'un personnage par rapport à ce qui est arrivé. Voilà. C'est-à-dire que la chauffeur d'autobus se sent lésée, le jeune, parce qu'il s'est fait fermer la porte au nez, se sent lésé également. Alors, il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a personne qui a raison et tort. Exactement. Donc, moi... je lis des romans, j'aime pas que les romans me fassent la morale, donc première chose, c'est super important. Et d'autre part, il y a des personnages qui ont une vision du monde assez dure, assez terrible, là. Mais je dois dire que même ceux-là, je me retrouve chez eux. Donc, dans mes moments noirs, je me reconnais même en Guillaume, qui est un personnage pour moi terrible, ça a été dur d'écrire cette partie-là, ce chapitre. Mais c'est ça. Pour moi, c'est important de dire que ce roman-là, je me reconnais dans tout le monde et je crois que
En fin de compte, mon objectif, c'était vraiment de tisser un portrait de Montréal. Ouais. C'est ça, un portrait global. Ce que je pense, les romans québécois font moins. On est toujours dans une perspective, dans un jeu particulier. Et je pense qu'on retrouve ça d'ailleurs aussi dans le roman de Pierre, c'est-à-dire qu'on offre là tout un univers, un microcosme, c'est ça. Lui, Pierre, vous avez eu la chance de faire une recherche sur des événements qui étaient figés dans le temps aussi. C'est ça, c'était mon grand luxe. Oui, je sais pas si c'est un luxe, mais bon, ça l'était. Mais Mauricio, c'est vous, la difficulté que je trouve, c'était de témoigner de ces environnements-là. Et là, le fait d'être né au Chili, le fait d'être... est-ce que ça vous a... J'imagine que ça vous a aidé un peu de vous mettre dans la peau de personnes qui ne sont pas nées ici et qui doivent... Parce qu'il y a quand même ça dans Viral. Il n'y a pas de moralisation, mais il y a une espèce de ressentiment aussi, entre autres, du personnage de Camilo et de Samy. Samy qui est celui qui est victime de l'incident. Par rapport à la majorité, par rapport à la difficulté d'être la crise identitaire, en fait, des personnages. Oui, tout à fait. Moi, je peux facilement comprendre leur ressentiment. Et ce ressentiment-là, c'est pas juste moi qui le ressens, mais comme écrivain, j'essaie de témoigner aussi Je rencontre assez souvent des élèves du secondaire pour un roman que j'ai écrit, mon premier roman qui s'appelle Côte des Nègres. Oui. Et je suis beaucoup invité pour ce roman-là. Et je vois que certains étudiants de secondaire 4, secondaire 5 sont un peu perdus aujourd'hui, dans le Québec d'aujourd'hui. Et la question que je leur pose souvent... Je vois que les francophones aussi. Oui, on est tous un peu perdus, surtout depuis 2-3 jours. Là, on est très perdus. Mais eux, sur le plan identitaire, c'est ça. La question que je leur pose, c'est qui se sent québécois? Et exactement comme je l'ai décrit dans le livre, oui, c'est en la fait, moitié... c'est un professeur. C'est un professeur, c'est ça qui pose la question. Sur la Révolution tranquille. Exact. Et la moitié de la classe lève la main. Ouais. Et ça me bouleverse toujours parce que je leur dis, vous êtes plongés dans la réalité socioculturelle québécoise. Ouais. Vous allez à l'école ici, vous apprenez le français et vous vous sentez pas québécois. Pourquoi? Et il y en a beaucoup qui me disent, parce que les Québécois ne nous donnent pas ce droit-là. Ouais. Ils me disent, toi, t'es pas québécois. Toi, t'es coréen, il reste coréen. Ouais. Et donc, il y a ça d'une part. Et il y a aussi le fait qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas se dire québécois. Mais ça c'est fascinant. Pourquoi ils n'osent pas se dire québécois? Et moi-même, j'ai vécu ça. Moi-même, à l'adolescence, j'ai eu une période où je me posais énormément de questions par rapport à mon identité culturelle. Est-ce que j'étais chilien? Est-ce que je devais, par exemple, endosser mon héritage latino-américain? Beaucoup plus. J'avais des amis qui tripaient latino-américain. Ils disaient, laisse l'héritage chilien, c'est l'Amérique latine au complet. Ah mon Dieu, OK. Donc, c'est encore plus complexe. Ça devient très complexe. Puis c'est continental, en fait. L'identité continentale, c'est un peu flou quand même. Oui, il y a ça. Et en plus de ça, il y a la question Canada-Québec ici. Oui. Moi, je demeure un souverainiste convaincu. Mais là, tu te mets à dos une partie de ta communauté ici parce que tu as choisi un camp. Là, ça te pose toutes sortes de conflits à l'intérieur même de la famille. Bon, c'est ça. Là, je pense que... Mais ça, vous le relatez très bien. On le sent, toute cette subtilité-là, en fait, justement. Parce que moi, j'ai reçu Rosa Pires l'année dernière, qui a écrit un livre. Évidemment, c'est spécifiquement pour la réalité des femmes avec la grille d'analyse intersectionnelle, mais comment c'est l'espèce d'écartèlement de vouloir embrasser la culture d'accueil sans trahir tes parents qui, eux, ont quitté leur culture et veulent qu'elle se conserve malgré tout dans un environnement Fait que c'est... Faut lire des livres, justement, pour comprendre comment c'est complexe et subtil, puis faut faire attention, en fait, au jugement qu'on peut porter à des gens qui... c'est vrai qu'au Québec, je pense qu'on a malheureusement cette tendance à dire « il embarque pas. » Choisis ton camp. Choisis ton camp, puis... Ouais. Dès le début des premières pages du Viral, on peut lire cette phrase, Mauricio, j'aimerais que vous la commentiez. « L'hypocrisie est le grand vecteur qui assure la cohésion sociale. » Ça commence raide. Pour ou contre, c'est ça? Ça me semble empreint de cynisme un peu. C'est ça, oui. Lola
étant donné les circonstances de sa vie, elle est un peu amoureuse du mari de sa sœur. Il y a une rivalité malsaine là. La relation conflictuelle qu'elle a avec son patron. Oui, elle est en train de tomber petit à petit dans le cynisme sans s'en rendre compte. Ouais. Mais le lecteur, je pense, s'en rend compte. Ouais. Elle s'en va lentement. Elle ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Elle y va et elle pose des gestes qui semblent parfois irrationnels. Je vous laisse ça. Je trouve que c'est là que les romans lèvent quand on sent que l'écrivain ne tire pas toutes les ficelles. Et c'est on pas entre tout clair. En empathie avec oui, en même temps, il y a une empathie. C'est ça, le personnage, parce que le personnage, il pose des gestes un peu bizarres, mais je pense qu'on peut quand même la comprendre son petit désespoir tranquille là, qu'elle vit, là, cette Lola. Donc, c'est dans ce contexte-là, effectivement, je pense qu'on peut y voir... on peut y voir du cynisme. Vous êtes dur aussi pour les artistes, parce que dans le fond, la chauffeur d'autobus, Dominique, est chauffeur un peu par dépit, parce qu'elle voulait étudier en histoire de l'art. Mais on lui a fait comprendre que le monde des arts est profondément intolérant. Et elle a quitté ce milieu-là pour devenir chauffeur. Et ça explique aussi, parce que c'est ça, on ne juge aucun personnage, parce qu'au début, évidemment, ce type de roman-là, on prend position naturellement, mais vu que c'est bien écrit, nos positions deviennent floues parce qu'on peut pas accuser personne. C'est un ensemble de subjectivité, j'imagine. Donc, on doit... Si c'est bien présenté. C'est ça. En fait, c'est sa vision du monde. Elle a essayé de faire partie. Elle aspirait à être une artiste. Et comme elle venait d'un milieu où les arts ne sont pas nécessairement valorisés, elle s'inscrit à l'université. Et là, elle tombe sur un paquet de gens un peu prétentieux qui lui font bien savoir qu'elle n'est pas vraiment à sa place. Parce que j'avais remarqué ça en littérature, je ne sais pas si c'est le cas de Pierre aussi, j'avais remarqué que... Pierre qui opine! Non, mais j'avais pas une caméra de télévision ici. J'avais remarqué que tous ceux qui arrivions, nous qui arrivions à la première année en littérature, moi j'avais quand même pas mal lu, j'étais déjà fasciné par la littérature, tout ça. Et je rencontrais des gens qui se destinaient peut-être plus à l'enseignement et qui étaient moins passionnés de littérature. Et ces gens-là se faisaient regarder un peu de travers, comme on leur disait, écoute, toi, la littérature, ça a l'air d'être comme un hobby. C'est pas sérieux, toi. Alors que nous, on était une gang, nous, on aspire à être écrivain et on te tasse un peu. Il y avait ça. Il y avait comme ces regroupements, ces sous-groupes en littérature. Comme ça. Les real puis les pas real. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu l'expérience. Moi, j'ai un secondaire 5. Hein. Donc, je suis pas allé à l'université. J'ai fréquenté l'université. Vous êtes autodidacte. Oui, je déteste ce mot parce que les gens s'en servent comme excuse pour pas faire d'efforts. Parce que moi, je le suis aussi, puis je l'utilise. Non, mais je m'en sers avec beaucoup je le revendique. Je fais très attention. Mais c'est vrai que je suis autodidacte, mais j'imagine aussi que des étudiants sont des autodidactes. Il n'y a personne qui leur injecte une connaissance dans le cerveau. Bon. Mais moi, j'ai un secondaire 5, et parfois, on m'invite dans des colloques universitaires. C'est une belle revanche, ça. Oui, mais j'ai toujours l'impression qu'on me traite un peu comme une bébête. Ah ouais. On a un vivant avec nous autres. Tu comprends? Un peu pour... donc, OK, mais là, attendez. Je vais faire de la psychologie, de la psychopop. Est-ce que le fait d'avoir un secondaire 5, inconsciemment, vous fait en donner plus sur le plan linguistique, peut-être? Ah ben oui, je compense. Probablement. Parce que je ne veux même pas dire inconsciemment. Livre, vous me dites... En tout respect pour les gens qui ont seulement un secondaire 5, là, comme moi. Mais quand on lit votre livre, on devine pas ça. Ah ben, je sais pas si c'est un compliment. Moi, je suis fier de mon secondaire 5. Mais bien sûr que c'est un compliment. Oui. Non, mais merci. Non, mais c'est du travail. Hein. Mais là, j'enlève... Non, c'est correct. On a du temps. C'est du travail pour moi. C'est tout. Bon, vous avez été analyste. J'ai lu ça dans votre bio et je veux savoir jusqu'à quel point... Ben, je pense que j'ai la réponse, mais je vais vous la poser quand même la question. Vous avez été analyste à la commission Bouchard-Taylor? Oui, tout à fait. Ouais. Ça faisait quoi exactement, d'analyste? En fait... Votre travail, consistait à quoi? On assistait au Forum des citoyens, je pense que ça s'appelait, et les gens venaient en grand nombre donner leur avis un peu sur la situation. Et on le sait, ça a déraillé. C'était coloré. Voilà, c'était coloré, ça a déraillé. Beaucoup de gens avec des secondaires 5. Même pas. Il y avait de tout.
Il y avait des gens qui avaient des analyses très savantes, aussi, je voudrais rappeler. Mais il y avait des analyses un peu simples. Et le job qu'on avait, on était 3 analystes. Il fallait les trier? C'est ça, les trier. Est-ce que c'était, si je me souviens bien, des catégories de la simple ignorance ou de la haine, mais très rationalisée? Après ça, tu avais une autre catégorie comme ça. Et tout ça, on était chapeauté par M. Bouchard, là, qui nous disait un peu comment on procède. Mais ça a été très, très formateur pour moi. Il y a des phrases qui ont été dites, là, qui me sont restées dans la tête. Mais m'empêchait de dormir. Mais j'ai retrouvé ça un peu dans votre roman, parce que il y a encore des petits passages où les gens commentent l'odeur dans le taxi. On est encore là-dedans à Montréal? Je pense qu'on est encore là-dedans, mais je pense que on est tous un peu là-dedans. Moi, je crois, comme Lola, qu'on a tous des préjugés. Oui. Mais ça, c'est dit dès le début, d'ailleurs. Vous le dites dans votre livre. Il y a des personnes, c'est Lola qui le dit. On est tous racistes d'une certaine façon, tout le monde. Oui, à des degrés divers. Oui. Et ça, même les anthropologues le disent. Je pense que c'est Claude Lévi-Strauss qui dit qu'on a des préjugés favorables envers certaines cultures et on a des préjugés défavorables envers certaines cultures. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est parce qu'on connaît moins, ça a moins à donner. Si, par exemple, on a grandi à côté d'une famille syrienne ou une famille japonaise, on va être très ouvert à tout ce qui est japonais parce que ça nous est très familier. Parce que c'est moins connu, c'est ça. Voilà, c'est souvent ça. Hein. Camilo, qui est l'ami de Samy, est issu de la communauté colombienne. Et le portrait que vous faites de la dynamique familiale, particulièrement de Camilo, est vraiment, vraiment intéressant. Comment vous avez fait pour... Puis là, Pierre, j'ai aussi posé la question parce que c'est ce qui m'a fait rappeler des 2 romans, c'est ce pouvoir d'évocation-là, parce que oui, ce sont 2 cultures latines, chiliennes et colombiennes, mais c'est pas la même chose du tout, j'imagine. Ça peut être assez analogue, là, ça peut se recouper, mais c'est vrai. Les Colombiens, nous, on est... Son père était très, très strict. Oui, tout à fait. C'est un ingénieur, il est un peu frustré parce qu'il n'arrive pas à trouver... d'équivalence pour exercer son métier. Voilà, c'est ça. Mais son fils et lui... Là, il y a un clash générationnel assez prononcé. C'est-à-dire que ces jeunes-là, c'est vraiment des observations. Hein. Moi, j'ai 3 adolescents à la maison, donc je vois un peu la dynamique. Et ce que je remarque, c'est toute une génération actuellement, je parle des 14, 15, 16 ans. Mon garçon a 15 ans. Je la vois aussi. Ils sont beaucoup dans la découverte identitaire se fait à travers la culture hip-hop. Oui. Beaucoup, énormément, excessivement. Oui. Et tu leur parles d'une émission à Radio-Canada et ils savent pas de quoi tu parles. Et ils sont contents de pas le savoir. Et ils sont contents de pas le savoir. Et ils sont baveux de pas le savoir. C'est ça. C'est comme un geste. Quelle idée! Et donc, ça, je trouve ça troublant. Je trouve ça intéressant de montrer un personnage comme ça, Camilo, un personnage... Et pourquoi la communauté colombienne? Parce que, bon, nous, les Chiliens, on est déjà de la vieille immigration, là, 74, 75... on est vraiment... bon. Et j'avais besoin de la nouvelle immigration latino-américaine. C'est vraiment eux. De ce temps-ci, c'est vraiment eux. Et le père est strict. En fait, il veut pas que son fils joue au basket. Est-ce que c'est parce que c'est un immigrant et qu'il sait que son fils va l'avoir difficile s'il n'est pas plus sérieux? Est-ce qu'il y a ça ou c'est strictement culturel? Non, je pense que le père veut que le fils... c'est même un cliché. Hein? Parmi les immigrants, le père va insister. C'était le cas même de mon père. Il faut pas que tu ailles dans les arts ou dans le sport. Il faut pas que tu aies des rêves comme ça, illusoires. Mais là, c'est un des problèmes du manque de diversité à la télé. Tous les intervenants en culture le disent, c'est que c'est difficile d'avoir des enfants issus de l'immigration ou même nés ici... mais de parents issus d'immigration qui ne voient pas de bon œil les arts jouer et ils ne s'inscrivent pas. Tout à fait. Puis on va au HEC, on va dans les écoles liées à tous les jobs liés. Parce que François Legault aime les jobs payants. En santé, tout ce qui a rapport aux techniques et à l'ingénierie. Oui, c'est que des immigrants ou presque. C'est sûr que tout parent qui arrive ici ne va pas dire à son fils « Hey, deviens écrivain. » là.
Et voilà. Du côté des Québécois, est-ce que c'est plus courant? Je pense qu'un peu plus. Dans certaines familles, oui. Ça, vous avez raison, Pierre. On va le tolérer. Oui. Et on va trouver des moyens. On va lui dire, regarde... Il y a des modèles. Regarde, écrit pour la télévision. On va essayer de te pistonner là. Ouais. Mais j'ai pas vu ça dans les familles latino-américaines. Pas du tout. Ouais. Vos deux romans se ressemblent aussi, j'ai trouvé. Peut-être que je force la note, mais je pense pas. Les femmes prennent un rôle. Plus le roman avance, plus c'est elles qui sont le pivot, carrément. Et dans votre roman, Mauricio Segura, c'est la même chose. Il y a d'abord le personnage de Yasmine, qui est la sœur de Sami. Sami, qui est le personnage qui est victime, en fait, qui subit le plus l'événement dans l'autobus, parce que il reçoit des menaces de mort de groupes identitaires québécois. Bon, il disparaît carrément. Et, dans le fond, Catherine, qui est la blonde, en tout cas, Alors, ces deux filles-là détiennent, en fait, la clé du roman, d'une certaine façon. Tout à fait, j'aime ça. La clé du roman. On parle là du dernier chapitre et effectivement, je trouvais ça un peu facile de donner la voix à Sami. Oui. J'ai hésité, mais ça fait un peu arrangé avec le gars des vues. Donner le point de vue de Sami qui nous donne la vérité inébranlable. Non, c'est ça. Donc, j'ai écarté ça. Parce que la fin, moi, j'ai trouvé la fin très surprenante et très belle aussi, parce qu'il y a toute une réflexion sur l'exil, sur l'identité, mais ça vient des filles, en fait. Et c'est sa sœur qui va raconter son parcours d'intégration. C'est plusieurs tentatives, au moins 2 tentatives de s'intégrer. Ouais. Très différent, à travers, comme on le disait d'abord, à travers la culture américaine, surtout le hip-hop, le basketball, Instagram et tous ces influenceurs américains là, qui nourrissent ces jeunes de 14-15 ans. Et par la suite, il y a comme un retour à ses origines marocaines. Et là, le roman, je pense, en dit... le roman ne peut pas tout dire. Ouais. Il y a une part de mystère. Je pense que ce personnage-là... Parce qu'on ne sait pas s'il se radicalise. Ouais. On a l'impression que c'est ça. Je trouvais qu'aussi, en filigrane, est-ce que c'était une réflexion que vous vouliez apporter avec la loi 21? Parce qu'on ne parle pas de laïcité du tout dans le roman, là. Mais le personnage qui est rejeté par la culture majoritaire et qui tend à se radicaliser, parce que c'est plus subtil que ça dans votre roman, mais est-ce qu'il y avait ce désir-là un peu, ou en tout cas, cette réflexion-là en filigrane? De faire... d'avoir comme un point de vue éditorial sur la loi 21, c'est ça? Sur comment ce genre de politique-là peut avoir un impact quand on rejette... Ou la charte des valeurs. Aussi, ou la charte des valeurs, oui, c'est ça. Peut-être, oui, c'est vrai que depuis... Peut-être que j'extrapole, puis des fois, le lecteur voit des choses que l'auteur n'a pas vues. Non, mais peut-être que c'est clair que depuis une dizaine d'années au Québec, on flirte avec ça. Plusieurs groupes des partis politiques jouent avec ça. Oui, peut-être qu'il y avait ça. Il y a même un ministre qui est mis en scène là, dans une scène avec le maire de l'arrondissement, si je me souviens bien, au chapitre 5, je pense. Et là, lui va donner un point de vue qui est analogue à celui de la CAQ. Oui, non, je peux pas le nier. Là, il y a quelque chose de ça dans le livre. Qu'est-ce qui a changé? Là, c'est la grosse question. On arrive vers la fin de l'entrevue. Qu'est-ce qui a changé en 100 ans? Parce que quand on lit les romans... j'ai une idée là-dessus, parce qu'en écoutant Pierre... Moi, j'ai commencé le livre de Pierre, je n'ai pas terminé. J'apprécie ma lecture, j'aime ça. Et ce que je remarquais, c'est qu'on dirait que les communautés culturelles, et on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment des ghettos. Oui. C'est une mosaïque de ghettos et qui ne se parlent pas entre eux. Et si j'ai bien compris, Pierre... c'est le multiculturalisme, en fait, qui ça. Nourrit ça, je pense. C'est ça. Mais dans aujourd'hui, les cultures entre elles, les gens se marient entre eux, il y a tout ce cloisonnement un peu plus, là. Donc, c'est probablement ce qui me vient à l'esprit, là. C'est ce qui a changé le plus. Pierre? Si tu vois, j'allais dire un peu le contraire, mais parce que là, j'ai un micro-exemple. Je vais aller me promener dans le quartier, Jean Talon et Champagnard. C'est ça, exactement. Parc Extension. Oui, Parc Extension. Et je me promenais et j'ai remarqué beaucoup de communautés différentes. Puis je regardais sur la rue, c'était l'été, puis les gens marchaient, mais c'était des gens de la même définition culturelle qui se tenaient ensemble.
J'ai dit, c'est drôle, il y avait comme des je sais pas, c'est des Sikhs. Mais il y a beaucoup d'Indiens, Pakistanais, entre autres, dans ce quartier. Mais il y avait aussi des gens de Caribéens qui étaient là. Ils n'étaient pas ensemble. Ouais. Chacun marchait de son côté, puis ça semblait pas même se saluer sur la rue, dans la rue ou rien du tout. Mais peut-être que, c'est un exemple où j'ai sorti mes antennes. En fait, je pense que tu as raison aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer qu'il y a un dialogue si grand non plus. Hein. Montréal a toujours été cette ville où on cohabite à distance. Ouais. Ça, et on se respecte. C'est notre côté britannique, je pense, moi. On cohabite à distance de façon pacifique. Je pense que c'est plus paroissial, notre affaire. Peut-être. Ça se peut. Moi, je vivais à Hochelaga, puis on avait la paroisse, c'était très Saint-Rédempteur, puis on sortait pas de notre paroisse. C'est pas parce que ma mère était athée, donc on sortait pas, c'était mais ça, c'est un trait canadien-français. D'ailleurs, Alexis de Tocqueville, quand il est venu... qui a écrit un livre sur le Bas-Canada, remarque ça, que les Canadiens français ne s'éloignent jamais très loin du clocher de leur paroisse. C'est comme, c'est exact. J'allais pas sur rue Pineuf, j'étais obligé d'aller sur rue Pineuf parce que l'école était là. Aujourd'hui, c'est plus à l'âme, c'est en rénovation depuis 15 ans. Je termine avec une autre question. On est en pleine paranoïa du COVID, du coronavirus. Je me suis lavé les mains comme 12 fois aujourd'hui. Comment deux auteurs. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est inspirant? En fait, les mouvements sociaux, notre rapport aux médias, je sais pas. Je trouvais que c'était une question... je savais qu'on allait se voir ce soir, mais je me disais, comment ils voient ça, eux? Ben, je pensais beaucoup à La peste de Camus. Oui, bien sûr. Je pensais à ça. Je pensais aussi à l'aveuglement, je pense, de l'auteur portugais, prix Nobel, Saramago. C'est ça. Et donc, je me disais... Et le film Contagion, que j'ai vu assez récemment. Ou Némésis de Philip Roth aussi, la polio. Il y avait la polio. Andromeda's Train, qui est un vieux film qui est très, très bon. Dieu, on va mettre les références sur la page Facebook. Mais est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose c'est un matériau qui peut éventuellement... Tout à fait. Moi, ça m'inspire pas. Tout à fait. Non, pas vraiment. C'est plus la réaction autour. Pierre, ça serait la grippe espagnole de 1918. Regarde-moi, Fred, là. L'histoire, c'est fini avec moi, OK? J'ai donné 5 ans. Plus d'Anton-Saurbert. Non, c'est fini. C'est quelque chose, les romans historiques. Ben oui. Toute cette recherche. À part les romans historiques qu'on connaît, genre « Bonjour Timé, comment ça va? Ça va bien? » C'est ça. C'est toute une gamme. Mais moi, ça m'inspire. Parce que ce qu'on vit depuis hier, depuis hier soir, c'est assez donc hier, assez terrible. Mercredi le 11, pour les gens qui vont nous écouter plus tard. Ouais, la grosse journée là, où Tom Hanks, les États-Unis qui ferment les frontières. C'est ça. Oui, mais Trump. Je pense que le nœud du problème, c'est là où ça peut m'intéresser. Ouais. C'est pas médical. Non, mais il y a de la folie. Non, mais c'est pour ça que c'est inquiétant. Il y a de la paranoïa. Hier, c'était du racisme. L'autre fois, c'était du sexisme. Mais au début, c'était ça. Mais là, on sent moins ça, l'attaque. Non, mais quand même, Chinatown est vide. Oui. C'est ça. Il y a ça, d'une part. Oui, c'est vrai. Et donc, on peut l'approcher comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça quand il y a discrimination, mais une espèce de discrimination indirecte. On va plus au Chinatown. Et je me demande si, par exemple, la petite Italie va écoper aussi. Parce qu'on parle beaucoup... on parle beaucoup de tout ce qui se passe, de la mauvaise gestion italienne. Alors que moi, ça m'intéresse. Sauf qu'il va falloir changer le titre, ne pourra pas s'appeler Viral. Ça pourra pas, malheureusement. Merci, messieurs. Mauricio Segura, j'espère que les gens iront lire Viral. C'est aux éditions Boréal. Et Pierre Sanson, merci. Le Mammouth. Chez Héliotrope. Merci. C'est la première fois que j'ai interviewé 2 romanciers en même temps, 2 auteurs. Ça fait mal? J'ai hâte de réécouter. Non, j'espère que j'ai donné le goût aux gens d'aller lire vos livres. Merci d'être venu. Oui. Merci bien. Là, on fait un petit spécial. On est en cellule de crise, on l'a dit tantôt. Et là, Godefroy est venu avec ses enfants. Et là, on a Ksenia avec nous. Exactement, tu l'as bien prononcé. J'ai bien prononcé. Et là, tu voulais, quand t'es arrivé, t'as vu les micros, t'as dit, moi, je vais parler. En fait, je l'avais dit avant de venir. Bon, oui, OK, tu savais qu'on allait parler. Ouais, c'est ça. Bon, alors là, comment vis-tu cette crise? C'est ta première crise, hein? T'as quel âge? 9 ans. Alors, Ksenia, tu as 9 ans, donc c'est ta première crise majeure, on peut dire ça? Ouais, d'une certaine manière. Ma première pandémie Première pandémie. C'est ça. Et comment tu vis ça? Ben, en fait, je trouve ça un peu bizarre parce que au début, en fait, le coronavirus, je sais pas si je le prononce bien. Très bien. Il était comme
juste en Chine, puis après, elle a commencé un peu dans, je pense, l'Europe, quelque chose de même. Oui. Puis genre, tout d'un coup, il est arrivé à Montréal, puis comme ça a fait un jour de congé. Vendredi, on n'a pas d'école, puis après, le lendemain, je sais qu'il y a pas d'école pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Est-ce que ça te fait peur, tout ça? Mais genre, un peu, mais pas trop, parce que ça dit que les enfants, tu sais, c'est pas trop dangereux pour eux. Fait que c'est quand même pas si je pensais que j'allais mourir. Parce que si je pensais que j'allais mourir, je serais pas ici en ce moment. Je pense que je suis en train de stresser dans ma chambre et peut-être de lire. Ah, de lire? Toi, la lecture, ça t'aide à te calmer? Ouais. Ah, ça, c'est bien. C'est toujours ça mon excuse le soir pour avoir plus de lecture. Ah, mon Dieu, que j'aime ça. Est-ce que tu voudrais changer de parent et être ma fille? Parce que moi, mon garçon, il n'aime pas la lecture. Non. Non, OK. Alors, c'est bien le fun. De toute façon, je vais peut-être mourir, moi, parce que je suis une personne vieillissante qui va peut-être attraper la grippe. Ah, OK. Ça serait plate, hein? Ouais. OK. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant les 2 prochaines semaines? Ben, je pense que je vais passer à peu près peut-être la moitié du temps à dire « Je m'ennuie, papa, je m'ennuie! » Est-ce qu'il y a le fun, Godefroy, à la maison? Ouais. Est-ce qu'il est aussi rigolo que dans la balado? Ça dépend. À sa manière différente qu'à la radio. Bon, là, je vois que tu as une chips dans les mains. Je pense que tu as hâte d'aller manger ta chips. Et là, il y a ton grand frère qui est là. Et on pourrait lui parler un petit peu aussi. Oh. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, tu peux céder ta place. Vas-y, Mathias. Alors, Mathias va s'installer. Beau moment. Parce que on est en cellule de crise et peut-être qu'il ne restera que des enfants à la fin. C'est peut-être la dernière fois, Fred, qu'on est tous ensemble. Alors, nous avons Mathias. Ça va bien? Ouais. Toi, t'as quel âge? 10 ans. Et comment tu vis cette crise du COVID-19? Ben en fait, je trouve ça pas vraiment inquiétant parce que en ce moment, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de cas. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il va en avoir plus très rapidement? Pas vraiment. Ah, toi, t'es pas inquiet? Non. Ben, c'est très bien, ça. Qu'est-ce que tu penses des gens qui se garochent dans les épiceries pour acheter des montagnes de papier de toilette? Je trouve ça un peu bizarre parce que pourquoi le papier de toilette? Effectivement. Parce que les gens, en fait, le coronavirus n'a aucun lien. En fait, c'était une épidémie de gastro 21 ou gastro 68. Là, les gens sont bizarres. On peut dire ça, hein? Ouais. Est-ce que toi, t'es bizarre parfois? Parfois, mais pas vis-à-vis le coronavirus. C'est une excellente réponse. Et tant qu'à ça, Ludo, veux-tu nous parler un peu? On a l'impression d'être à 276 à l'eau. Laisse ta place à Ludo, il va venir parler un petit peu. Parce que Ludo, qui est mon garçon, 15 ans déjà. Alors, il s'installe tranquillement, pas vite. Évidemment, on est en famille, on est confinés, on n'en sort pas. Alors, c'est notre seul lien. Dans le fond, la balado est le seul lien que nous avons avec le monde. Alors, Ludovic Savard, ça va bien? Coucou, oui, ça va très bien. Bon, alors, comment réagis-tu avec la suspension des cours, avec la panique qui s'installe là, dans la population? Ben, pour les cours, je suis heureux, évidemment. Ah oui, hein? Ben, c'est quand même 2 semaines de congé. Oui. Mais pour la panique, les gens devraient se calmer un peu. Ah oui, hein? Oui. Okay. Ça va être une question de temps avant qu'il y ait une épidémie, d'après moi. Là. Oui. Mais ça va pas être une épidémie extravagante, comme en Chine. Ah, OK. Alors, du haut de tes 15 ans, là, t'es capable de faire une prédiction comme ça. Non, mais je trouve ça drôle d'avoir la vision des les enfants à Godefroy sont un peu plus jeunes, mais des plus jeunes et des ados, de comment vous voyez cette chose-là. Pour vrai, est-ce que ça t'inquiète un peu? Non, pas vraiment. Non? Non. OK. Ça, c'est pas parce que tu passes énormément de temps sur la PS4 complètement coupé de la réalité. C'est quoi le rapport? Merci, Ludovic Savard. Et va-t'en. Alors, merci à Pierre Sanson et Mauricio Segura qui ont affronté l'hystérie collective pour se joindre à moi dans ma maison, dans un espace cloisonné. Merci à Godefroy Laurando qui, à pied levé, a relevé le défi de nous offrir une chronique toujours pertinente. Merci à Simon Jaudoin qui était déjà en route à Saguenay, évidemment avec sa propension à prendre les chemins de travers, comme dirait Serge Bouchard, était déjà en route à Saguenay pour être chroniqueur dans l'épisode Festival Regard et il l'a su en route que l'épisode était annulé. Donc, Simon, on va t'entendre bientôt. Voilà, merci de ta disponibilité et d'avoir fait une partie du chemin. Malgré tout, on remercie notre partenaire habituel Communauto. On a hâte d'utiliser vos services. Ça, il y avait
il y avait plein d'épisodes qui étaient prévus au mois de mars, au mois d'avril. Évidemment, là, ils sont en suspens, on verra, mais plein d'épisodes qui se passaient à l'extérieur de Montréal. On allait en Gaspésie, on va aller à Bécomo plus tard. On espère que tout ça fonctionnera. Pour l'instant, c'est en suspens. On n'a pas annulé rien. Donc, à part le Festival Regard, malheureusement, mais je pense que l'édition de l'an prochain sera explosive pour les 25 ans du festival, et j'espère qu'on y sera. Et on remercie évidemment nos amis de chez SE Concept qui ont permis de nous équiper de façon professionnelle pour vous offrir cette balado. Merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écrivent. Vous pouvez le faire, entre autres, via la page Facebook de la balado. Vous pouvez le faire par courriel, balado.fredsavard@gmail.com. Là, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions pour le party de fin de saison de cette balado au Lion d'Or. Pour l'instant, c'est prévu le 13 juin. Vous aurez plus de détails. Évidemment, on verra si on est capable de faire ça au Lion d'Or à cette date-là, avec ce qui se passe avec la COVID-19. Il y a des gens également qui voulaient venir assister à la balado. C'était une des contreparties. Ben là, on va mettre ça un petit peu, si ça vous dérange pas, on va mettre ça en suspens. Hein? Je vous fais confiance, mais pas tant. Alors, voilà. Mais tout ça n'est que partie remise. Voilà. Donc, la semaine prochaine, il y aura sûrement un épisode, là, je ne sais pas, parce qu'on devait être à Sainte-Camille, dans les Bois-Francs, pour faire un épisode sur ce village qui, en fait, cette région extrêmement dynamique à plein de niveaux, là, sur l'aménagement du territoire, sur des projets culturels pour garder les gens dans les milieux ruraux, puis même en attirer d'autres. Donc, ça aussi, c'est suspendu. Alors, on va essayer de se revirer de bord. Là, je sais que Benoît Chartier, il y a des gens qui trouvaient que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Alors, j'ai lancé un appel. Je pense qu'il va être là la semaine prochaine. Sûrement, Godefroy Laurando, évidemment, et d'autres chroniqueurs. Là, je vais envoyer plein de courriels. Je vais voir qui est confiné, qui peut sortir, qui a testé positif ou négatif à la COVID-19. Alors, voilà. Alors, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Et on se retrouve très, très, très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, à participer à cette balado. C'est un projet qui vous appartient et vous l'appropriez de belle façon, je dois l'avouer. Alors, je suis toujours très touché de lire vos messages. Donc, on se retrouve très bientôt.